Bonjour, nous sommes dans le cours mécanique des sols 1, enseigné à l'ENIT. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 4 qui s'intitule Hydraulique des sols. Alors, ce chapitre, il va être composé d'une introduction. Ensuite, on introduira les propriétés hydrauliques des sols. Et nous verrons l'étude des écoulements permanents d'eau à travers un sol. On définira la poussée d'écoulement de l'eau, une application et une conclusion. Vous allez voir ce chapitre en deux parties séparées. En guise d'introduction, dans le chapitre 3, MMC appliqué au sol, nous avons vu que la présence de l'eau, qui se traduit par la présence d'une nappe hydrostatique, se traduit en termes de la pression interstitielle, U égale gamma W fois ZW. Alors dans ce chapitre, l'eau, elle sera étudiée lorsqu'elle est en écoulement dans un sol. Pour traduire cet écoulement, on peut partir d'un exemple simple. Lorsqu'on excave un sol dans lequel on a une nappe située à une profondeur donnée, et lorsque la profondeur de l'excavation est supérieure à celle du niveau de la nappe, il est facile d'observer la présence de l'eau au fond de la fouille. Ceci marque l'écoulement de l'eau. Alors, à partir de cet exemple, il faut préciser qu'en géotechnique, de manière générale, le rôle de l'eau peut s'accompagner par des accidents. Lorsque, par exemple, l'action de l'eau n'a pas été prise en compte correctement. En termes d'illustration, par exemple, les glissements de terrain causés par les pluies abondantes, évidemment, derrière lesquels il y a des écoulements d'eau, les problèmes de stabilité des fondations, des fouilles de remblais. Mais dans ce cours, nous allons illustrer encore l'écoulement de l'eau dans un sol en étudiant le tassement d'un sol fin à long terme, qui fait l'objet du chapitre 5. Alors, les buts de ce chapitre sont en premier lieu d'établir les lois générales de l'écoulement d'eau libre dans les sols saturés, et puis résoudre le problème des écoulements permanents, qui correspondent au mouvement de l'eau dans le sol à long terme. Pour introduire l'écoulement d'eau à travers un sol, on peut partir par exemple de l'écoulement d'eau à travers un tube cylindrique de sol, que nous voyons sur la figure. Et expérimentalement, nous pouvons imposer, par exemple au niveau supérieur de ce tube cylindrique, une quantité d'eau qui entre. Bien sûr, l'eau va traverser le sol entre les vides existants entre les grains, et vous pouvez voir en ligne foncée sinusoïde comme ça la trajectoire de l'eau. Alors, lorsque le débit entrant Q est égal au débit sortant, la quantité d'eau qui s'écoule par unité de temps représente un flux d'écoulement. Bien sûr, l'écoulement, il est défini en premier lieu par sa vitesse apparente de l'eau à travers la section transversale de ce tube cylindrique. Le débit Q étant mesuré, la section S transversale du tube cylindrique est S, la vitesse d'écoulement apparente est petit v égale Q sur S. Cependant, il faut préciser que les grains étant solides, non traversables par l'eau, en fait, la vitesse de l'eau, elle se produit à travers la section des vides qui existent entre les grains. Donc, la vitesse réelle d'écoulement de l'eau dans cet échantillon de sol n'est pas VQ sur S, elle est plutôt V'Q sur N fois S, où N est la porosité. Malgré cette remarque, donc dans la pratique, il faut toujours comprendre qu'on parle de la vitesse apparente de l'eau à travers le sol, qu'on a défini par cette équation-là. On passe au deuxième paragraphe, propriété hydraulique des sols. Bon, il y a certaines hypothèses qu'il faut faire lorsque on se met dans le cadre de ce chapitre. En premier lieu, le sol doit être saturé. Tous les vides sont remplis par de l'eau. L'eau interstitielle et les grains solides sont deux phases incompressibles.
l'eau en particulier, parce que l'eau, souvent, elle est considérée comme un fluide incompressible, il ne change pas de volume. La vitesse d'écoulement de l'eau, elle est très faible. Le régime permanent, il est traduit par un débit constant. L'écoulement d'eau peut être unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel. Donc, comme on l'a dit, si on considère que l'eau est un fluide parfait, non visqueux, incompressible, et surtout, nous utilisons le postulat de Terzaghi introduit dans le chapitre 3, que la contrainte totale sigma est égale à la somme de la contrainte effective plus la pression interstitielle. Bien sûr, dans ces conditions, le principe de conservation de la masse de l'eau interstitielle est traduit par un débit constant Q à tout temps de l'écoulement. La première notion importante qu'on introduit dans ce chapitre s'appelle la charge hydraulique. La charge hydraulique, elle est introduite à partir du théorème de Bernoulli, notion que vous pouvez voir dans le cours hydraulique général. Donc, ce théorème traduit que lorsqu'il y a un écoulement d'un fluide, alors l'énergie totale de l'écoulement du fluide se traduit par la somme de ces trois termes, U sur gamma W plus V carré sur 2G plus Z égale H, qui est toujours constante. Alors, dans cette équation 1, il faut préciser que la cote du point est toujours considérée au-dessus d'un plan de référence, c'est-à-dire un axe Z ascendant. Bien sûr, V est la vitesse d'écoulement de l'eau, G est l'accélération de la pesanteur, U est la pression interstitielle. Alors, nous allons vérifier a posteriori, lorsqu'on avancera dans ce cours, qu'il se trouve que le terme V carré sur 2G est vraiment très négligeable par rapport aux deux autres termes. Donc, en hydraulique des sols, le premier résultat intéressant, il consiste à dire que la charge hydraulique se réduit à cette équation H égale Z plus U sur gamma W. Et cette charge hydraulique, bien sûr, c'est une fonction du point qu'il faudra chercher. Ça fait l'objectif, l'un des objectifs de ce chapitre-là. La deuxième notion, c'est le gradient hydraulique. Partant du fait que la charge hydraulique, c'est une fonction de x, y, z, on introduit le gradient hydraulique, le vecteur I, qui est égal à moins grade h, c'est-à-dire les dérivées partielles de h par rapport aux trois composantes. Si on étudie un écoulement d'un point 1 vers un point P, sachant que le vecteur 1P, c'est un vecteur élémentaire, composante des x, des y, des z, donc, si mathématiquement nous faisons le produit scalaire I scalaire MP, nous trouvons la valeur moins dH, comme vous le voyez. Alors, dH normalement exprime la variation de la charge hydraulique entre le point P, point d'arrivée, moins la valeur de la charge au point M. Donc, moins dH veut dire c'est l'opposé, c'est-à-dire la valeur de la charge hydraulique au point M moins celle au point MP. Donc, ceci veut dire que la perte de charge entre deux points correspond à une dissipation d'énergie, parce qu'au fait, la charge hydraulique, c'est une énergie par unité de masse. Donc, l'écoulement de M vers P se traduit par une perte de charge. Et ceci, nous pouvons le vérifier facilement dans le cas où je prends un point M et un point N tel que Mn soit parallèle à I, au vecteur gradient hydraulique. Donc, à partir de la définition du produit scalaire, I, le gradient hydraulique, c'est une quantité qui doit être positive par définition du produit scalaire, et nous voyons que dH doit être négatif pour vérifier I positif. Alors, on voit très bien que moins dH égale Hm moins Hn, c'est une grandeur positive, et qui exprime que l'écoulement de M vers N se traduit par une perte de charge. Et lorsque cette différence est positive, ça veut dire qu'on met en évidence l'existence de l'écoulement. Et c'est toujours de cette façon-là que nous allons mettre en évidence les écoulements lorsqu'on prendra deux points et entre lesquels
nous calculons la charge hydraulique au point de départ, moins C le point d'arrivée. Si cette différence est positive, ça veut dire qu'il y a un écoulement du point de départ vers le point d'arrivée. Alors, sur ce transparent, nous montrons en quelque sorte l'expérience qu'on a introduite sur la première figure pour définir l'écoulement d'eau. Donc, nous avons un échantillon de sol compris sur cette colonne BD. Nous voyons qu'au-dessus du niveau B, nous avons de l'eau sur une certaine hauteur, c'est la hauteur AB, et que l'échantillon de sol, au fait, il est en quelque sorte immergé dans l'eau. Et bien sûr, il y a la possibilité de récupérer l'eau à la base de l'échantillon. Alors, si pour cet exemple, nous voulons appliquer la valeur de la charge hydraulique au point B et au point D. Bien sûr, nous devons considérer toujours le niveau du plan de référence 0 qu'on prend ici. De toutes les manières, ce niveau, il est arbitraire. On peut le prendre là où on veut. Donc, si j'applique cette définition de la charge hydraulique au point B, donc nous avons la hauteur d'eau AD, elle est constante, en guise de condition limite, donc UB sur gamma W, c'est AD. La cote du point B au-dessus de O, elle est égale à BC. Et la somme, bien sûr, va donner HB égale AC, AB plus BC. Alors qu'au point D, on commence par la cote du point D. Il est facile de vérifier qu'elle est égale à moins CB. Ici. Alors que la pression interstitielle, elle est exprimée par cette hauteur d'eau récupérée à la base de l'échantillon et qui correspond au plan de référence où il y a l'eau. Donc ça veut dire que la pression interstitielle au point D, elle est traduite par cette hauteur d'eau qui est égale à CD. La somme va donner HD égale 0. Donc nous voyons que entre les points B et D de l'échantillon, HB moins HD égale AC, c'est une grandeur positive ou positive qui marque l'écoulement d'eau unidimensionnel, qu'on suppose unidimensionnel suivant la verticale. À partir de cet exemple, il est très facile de vérifier par la définition du gradient hydraulique HB moins HD AC sur BD. Ou bien tout simplement à partir de la définition moins DH sur DZ, et ce qui donne le même résultat. Bien sûr, le gradient hydraulique, dans ce cas, il est constant, il correspond à un écoulement uniforme. Expérimentalement, l'écoulement d'eau à travers un sol a été étudié par Darcy, et l'objectif de cette expérience était de trouver une relation entre la vitesse et la valeur du gradient hydraulique. Donc, les conditions de la loi de Darcy, les conditions expérimentales, sont à peu près ce qu'on a détaillé à travers les deux exemples. Mais, à partir de cet essai d'écoulement d'eau à travers un sol, un écoulement unidimensionnel, qui reste valable dans le cas de vitesse faible, comme on l'a dit, alors, expérimentalement, on trouve que la vitesse d'écoulement d'eau est proportionnelle au gradient hydraulique par le biais d'un coefficient appelé petit k. Ce coefficient k s'appelle le coefficient de perméabilité ou simplement la perméabilité du sol dans la direction de l'écoulement. V, c'est la vitesse moyenne apparente, comme l'entropie, I, le gradient hydraulique. Bien sûr, I n'ayant pas de dimension, la vitesse de la perméabilité est celle de la vitesse, c'est-à-dire s'exprime en mètres par seconde, en centimètres par seconde. Bien sûr, à partir de la définition du débit, lorsqu'on écrit Q égale V fois S, V étant K fois I, le débit d'écoulement est K fois I fois S, et S c'est la section traversée par l'écoulement. Alors, cette loi de Darcy, en fait, peut être généralisée pour un écoulement d'eau tridimensionnel et même avec une perméabilité anisotrope.
C'est-à-dire, on pourra écrire que les trois composantes de la vitesse dans les directions x, y, z, à partir de la vitesse unidimensionnelle, sont au fait k fois i, mais i c'est moins gradient h, et la perméabilité dans les trois directions va être différente kx, ky, kz, ce qu'on appelle perméabilité anisotrope. Théoriquement, au fait, comme vous l'avez vu, d'une manière qui ressemble à la définition du vecteur contrainte, le vecteur vitesse peut être mathématiquement être le produit du tenseur de perméabilité fois le vecteur gradient hydraulique. Ce tenseur de perméabilité il est symétrique, comme pour les contraintes, il a toutes ces composantes-là. On comprend facilement que Kx, Ky, Kz, c'est l'écoulement dans une direction à travers une surface perpendiculaire au sens de l'écoulement. L'explication des K, I, J, I différents de J reste un peu délicate. On peut dire qu'elle sort un peu du cadre de ce cours. Donc, de ce fait, d'ailleurs, de ce qu'on fait dans la pratique, nous pouvons tout simplement dire que le repère principal d'écoulement au XY, dans ce repère principal, on se suffit des trois perméabilités Kx, Ky, Kz, et que on peut même, à partir de là, parler, dans un milieu 3D, d'un écoulement bidimensionnel en termes de perméabilité. Pourquoi? Parce que les perméabilités, on va dire horizontales, x et kx et ky sont les mêmes, correspondent à kh, et suivant z, on a la perméabilité verticale, et que souvent la perméabilité horizontale est proportionnelle à la perméabilité verticale avec un coefficient k, qui, pour la majorité des sols, pourrait être situé dans cet intervalle entre 1 et 10. Mais ceci n'implique pas des cas particuliers où peut-être la perméabilité verticale serait supérieure à la perméabilité horizontale. Donc, les facteurs d'influence pour la perméabilité du sol, c'est que cette perméabilité dépend de la forme, la dimension et l'arrangement des grains. Elle dépend également de l'indice des vides, du gradient hydraulique et du cheminement des vides à travers un sol, c'est-à-dire comment sont disposés les vides dans le sol. Bien sûr, cette perméabilité expérimentalement dépend de la température et des caractéristiques propres au fluide, telles que sa densité et sa viscosité. Bien évidemment, dans un cours appliqué tel que celui de la mécanique des sols, il faut toujours essayer de se rappeler, d'avoir des ordres de grandeur, des paramètres du sol. Alors ici, dans ce tableau, nous avons des ordres de grandeur de la perméabilité en mètres par seconde pour les graviers, les sables, limons, argiles. Et nous constatons que plus la dimension des grains diminue, plus la perméabilité diminue grandement. Ça veut dire que si on a un gravier moyen, sa perméabilité serait entre 10-2 et 10-3, disons 5, 10-2, 0,5, 10-2, et pour les sables, elle serait autour de 10-4, voire 10-5. Et si tout simplement je compare la perméabilité d'un sable par rapport à celle d'un argile, si je mets par exemple 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 5, entre les deux, il va y avoir 10 000 fois. En termes pratiques, l'eau, à travers un sable, s'écoule à une vitesse 10 000 fois plus grande que celle dans une argile. Cela étant, la perméabilité, elle est déterminée expérimentalement, mais elle peut être estimée à partir de corrélations, telles que nous voyons ici, la formule de Hazen pour les sables propres avec un diamètre effectif situé entre 0,1 et 3 mm. Donc K est égal à une constante fois d10 au carré. D10, c'est le diamètre à travers lequel 10% des grains en termes de poids sont inférieurs, bien sûr, à cette dimension. Donc, vous avez les conditions d'utilisation de cette corrélation, tout comme pour la formule de Taylor, qui pour un même sol, qui peut être dans deux états différents avec deux indices différents. Donc la perméabilité, elle va varier suivant cette loi expérimentale, cette corrélation-là. Alors,
On revient sur l'équation de la charge hydraulique pour la vérifier à partir de l'exemple qu'on a introduit. Donc, si nous considérons un échantillon de sable, on va dire d'épaisseur BD qui est égale à 15 plus 15, ou 15 plus 5, 20 cm. Si je prends une perméabilité de 10-4 mètres par seconde, lorsqu'on calcule la charge hydraulique telle qu'on l'avait, on va trouver que H en B égale 30 cm, alors que pour cet écoulement, le gradient va être de 1,5. On se suffit de la valeur de la charge au point B, juste pour dire que si j'applique la loi de Darcy, V égale K fois I, donc K fois I va donner 1,5 fois 0,3 mètres. Bien sûr, si je fais V carré sur 2G dans cette expression-là, je trouve que V carré sur 2G est de 10 moins 9 mètres. Donc, comparant 10 moins 9 mètres par rapport à 3 mètres, vous voyez qu'il y a facilement un ordre de 10 puissance moins 8. Donc, ce qui veut dire que le terme V carré sur 2G est bien négligeable par rapport aux deux autres, U sur gamma W plus Z. C'est l'équation de la charge hydraulique qu'on a considérée. Alors, pour étudier les écoulements permanents, donc, nous allons utiliser la loi de Darcy, déjà introduite. Nous allons utiliser l'équation de continuité, de conservation de la masse, pour établir ce qu'on appelle les équations d'écoulement d'eau, dans le cas d'un régime permanent, c'est-à-dire débit constant à travers toute section considérée. L'équation de continuité, de conservation de la masse. Donc, lors de l'écoulement, la masse d'eau dans un volume élémentaire de sol saturé reste constante, et la quantité d'eau qui entre dans le volume considéré est égale à celle qui en sort. Donc, l'équation de continuité peut être représentée sur ce cube élémentaire, donc de dimension des x, des y, des z, et pour lequel le centre de gravité est désigné par le point M, nous connaissons la valeur de la vitesse, c'est-à-dire les trois composantes de la vitesse au point M des x, des y, des z par rapport à ce repère, comme vous le voyez. Donc ici, nous allons considérer l'écoulement dans une direction, par exemple y. L'eau, elle va entrer au niveau du point M'2, qui est en fait le centre de gravité de ce, on va dire, parallélépipède, des x, des z. Elle va passer de M'2 en M pour aller à M2, c'est-à-dire la direction d'écoulement suivant OY. Le même raisonnement va être fait pour la direction X en partant de M'1 vers M1 et pour Z en partant de M'3 vers M3. Donc, les vitesses de sortie de l'eau au point M1, M2 et M3 et les vitesses d'entrée à partir des points sur les faces parallèles correspondantes. Donc, si nous allons utiliser l'équation de conservation de la masse, à travers chacune des sections que nous allons considérer, par exemple, dy, dz, c'est la section qui est perpendiculaire à la direction x. Donc, si on considère que vx, c'est la vitesse de l'eau au point M, le centre de gravité, sachant que les deux faces parallèles en M'1 et M1 ont une longueur des x qui les séparent. Donc, nous faisons l'hypothèse que la vitesse varie au premier ordre près. C'est-à-dire qu'en M'1, puisqu'on fait une variation de moins dx sur 2, c'est la moitié de la dimension du cube dx. Et de l'autre côté, du côté positif, si on fait la même variation, donc on a la vitesse d'entrée en M'1 qui est Vx moins dVx sur dx, dx sur e. En M1, c'est plutôt Vx plus la même quantité. Donc, de ce fait, si je calcule la différence entre les débits, vitesse d'entrée, moins vitesse de sortie plutôt, moins vitesse d'entrée fois la section SI, I bien sûr 1, 2, 3, correspondant à X, Y, Z.
Donc, nous allons trouver ce terme-là, c'est-à-dire la différence des deux va faire disparaître des x, et la différence va donner 2 fois dx sur 2, ce qui donne ce terme-là. Multipliant la vitesse par la section, vous allez trouver ce terme-là. Donc, par le même raisonnement, nous allons continuer à dire la même chose, qu'il s'agisse de y ou de z. C'est-à-dire à travers la surface des x et des z, perpendiculaire à la direction y, nous allons trouver ce terme-là. Bien sûr, de la même manière pour z. Et bien sûr, si on fait la somme de ces quantités-là, c'est-à-dire tous les débits sortants moins les débits rentrants, on fait la somme de ces trois termes-là, bien sûr, cette différence entre ces débits sortants et rentrants est nulle, ce qui donne cette quantité-là. Donc, on retrouve ici des x, des y, des z, c'est le volume élémentaire du cube, qui est positif, d'où cette équation se ramène à l'équation de divergence V est égale à 0. Donc, tout ceci pour aboutir à ce qu'on appelle à l'équation de Laplace. Utilisant la loi de Darcy introduite sous cette forme-là, avec trois perméabilités différentes, anisotropes, d'une part, qu'on va mettre dans l'équation de divergence V égale 0, qui traduit l'équation qu'on vient de trouver, c'est-à-dire cette équation-là, en substituant les valeurs de V ici, les composantes de V ici, nous allons trouver cette équation-là. Bien sûr, cette équation-là est écrite en termes de perméabilité anisotrope, Kx, Ky, Kz, fois chacune 2 à 2, la dérivée seconde de h par rapport à dx2 multiplié par kx, etc. pour ky et kz. Si la perméabilité est isotrope, nous voyons que l'équation se ramène à cette somme-là qui correspond à Laplacien h égale 0. Donc ici prend fin la présentation de la première partie de ce chapitre. Je vous remercie.